Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau mercredi produit. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur la partie industrie de notre ERP et on présentera les principales nouveautés des 3 dernières années, donc c'est-à-dire grosso modo entre la 19 et la 10-13. Ce webinaire est enregistré et sera publié sur notre chaîne YouTube. À tout moment, vous pouvez interagir avec nous via l'outil question de Livestorm qui est en bas à droite. Donc, on répondra au fur et à mesure à vos questions. Cet enregistrement sera disponible sur notre application mydivalto.info que vous pouvez télécharger dans l'App Store et sur Google Play. Donc, allez-y, vous aurez aussi les dates des prochains webinaires que l'on fera et puis tous les replays. Ensuite, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous avez déjà dû recevoir une invitation à nos gros événements le 26 mars 2026, donc qui va se passer à Strasbourg. Gros événement dans lequel il y aura plusieurs centaines de personnes, au moins 400 on me dit, à la fois des utilisateurs de nos solutions ERP CRM, des partenaires intégrateurs, des partenaires technologiques, les collaborateurs de Divalto, mais aussi des invités surprises. Notamment, on parlera de la RFE avec un représentant de la DGFiP. Ensuite, je passe une petite annonce personnelle qui est un peu liée d'ailleurs aussi à l'événement, mais pas que. Si vous avez mené un projet innovant dans un domaine IT, notamment intelligence artificielle, data, IoT, en lien par exemple avec vos productions, e-commerce, no-code ou SaaS, n'hésitez pas à me contacter, à me pousser l'information, puisqu'on cherche des témoignages ou à échanger avec quel partenaire vous avez fait les projets, quel type de projet vous avez mené, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées par exemple en connexion avec nos outils, ou à l'inverse, est-ce que ça s'est très bien passé et quels ont été les points forts de ces projets-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement pour me partager quelque part votre retour d'expérience. Et on va en venir à notre sujet. Donc, je suis accompagné de Grégory Thion. Grégory, si en un ou deux mots, tu peux te représenter puisque tu as déjà fait ce type de webinaire avec moi. Bien sûr, ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Grégory, je suis le Product Manager Industrie chez Divalto depuis 3 ans maintenant et en charge du vertical, donc industrie, donc que ce soit aussi bien la gestion à l'affaire que le contrôle, la qualité, la documentation et bien sûr tout ce qui est production. Voilà, et content de faire cette présentation avec vous. Et donc moi-même, Christian Dino, vous le savez, je suis directeur produit délégué en charge notamment de l'innovation dans nos produits et de tout l'aspect information. Donc, au sommaire, une introduction sur quel a été le moteur des innovations, des développements, des améliorations qu'on a portées sur la partie industrie de notre ERP sur les 3 dernières années. Ensuite, j'ai demandé à Grégory de faire une sélection de 6 grandes fonctionnalités qu'il va nous présenter. Je crois qu'il y en a une que tu as illustrée par une démonstration. Et ensuite, on vous reparlera des prochains événements, on pourra échanger. Et à tout moment, je vous l'ai dit, vous pouvez poser vos questions via l'outil de Livestorm et j'interviendrai pour poser la question à Grégory, ou je répondrai directement si j'ai les capacités de le faire. En introduction, juste, si vous étiez déjà au webinaire il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, lorsque on parlait déjà dans un premier temps des nouveautés finance, puisque ce webinaire-là entre dans toute une série nouveautés 3 dernières années. Donc, on a déjà fait la finance, là maintenant on fait l'industrie, on fera le négoce, le field service et le CRM plus tard. J'avais fait une introduction sur les investissements R&D de Divalto. Bien entendu, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt autour du fonctionnel métier et des fonctionnalités en elles-mêmes, que manipuler tous les jours. Il y a aussi des investissements qui vont se faire autour de la plateforme technologique de Divalto, donc à la fois notre nouvelle plateforme web qui s'appelle Divalto One, le SaaS, les nouveaux outils comme DataBiz qu'on a déjà présenté, des solutions de no-code notamment, mais il y a aussi tous les investissements que l'on peut faire avec des partenaires technologiques, donc des solutions tierces,
D'ailleurs, je crois que j'ai mis un slide un peu plus loin pour vous les présenter. Donc, je vais faire rapidement quelques détails. Vas-y, tu peux passer le slide suivant. Donc, sur Divalto One, c'est la nouvelle plateforme SaaS Web qui porte maintenant nos produits. Sachez que les développements qu'on fait à l'heure actuelle sur l'ERP fonctionnent aussi bien sur votre version on-premise qui est installée sur vos serveurs ou hébergée par un tiers, que sur notre plateforme Divalto One dans le mode SaaS, mais que c'est beaucoup plus rapide à déployer ou à mettre à jour sur la plateforme SaaS, et que en plus, vous allez profiter de tout un tas d'innovations autour de l'intelligence artificielle, moteur de recherche plus intelligent, du no-code, des applications. Le DataVis, donc un outil proche du BI qui permet de faire des requêtes et des tableaux de bord graphiques. Là, l'expérience utilisateur qui est unifiée entre le CRM et l'ERP. Donc là, une des nouveautés de fin d'année dernière, vous le voyez dans la capture, la petite capture, c'est la capacité de basculer du CRM à l'ERP via un menu qui est intégré à Divalto One. Donc je réponds directement à la question, est-ce que j'ai une vidéo sur DataVis? Non, mais par contre, on va faire un webinaire sans doute de présentation de toutes les nouveautés Divalto One. Et sachez que c'est un des principaux sujets également de notre fameuse journée du 26 mars, puisqu'il y aura énormément de démonstrations autour de la plateforme Divalto One et de toutes les capacités. Alors, je réponds aussi à une autre question qui vient d'arriver. Pour avoir la 10-13, il faut passer en SaaS ou en hybride. Je reviendrai sur cette question-là, Thierry, mais non, pour avoir la 10-13, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de passer en SaaS. Par contre, pour mettre à jour la plateforme, effectivement, on a fait évoluer quelque part nos conditions commerciales et nos offres. Et effectivement, il va falloir basculer sur un nouveau mode de commercialisation qui s'appelle l'hybride. Mais ça, je vous laisse en discuter soit avec nos équipes de relations clients chez Divalto, ou soit avec votre partenaire également. Je continue. Donc, dans les autres éléments que je vous disais en innovation, c'est la marketplace des solutions technologiques avec lesquelles on s'interface. Donc, dans le carré qui est tout en bas à droite, il y a le volet industrie, dans lequel on va retrouver notamment des gens comme Visiative, Siemens, avec qui on travaille depuis un moment, Alpha 3i également. C'est des choses autour soit de du MES, soit du cycle de vie de produits, soit de la jet technologique, etc. Donc ça, on ne va pas trop zoomer là-dessus, mais sachez que c'est aussi des endroits où Grégory investit beaucoup de son temps de roadmap. Et je crois que je suis au bout de cette introduction sur notre partie. Vas-y, si tu montres le slide d'après, je crois que c'est directement toi qui va intervenir. C'est ça. Et bien, allez, on y va pour toutes ces nouveautés, industrie. Donc, qu'est-ce qui a changé entre la 19, depuis la 19 sur Divalto? On a fait des avancées majeures sur de la planification unifiée, sur du pilotage d'OF renforcé, sur de la sous-traitance un peu plus clarifiée, un meilleur contrôle du cycle de vie produit avec les articles indicés, on va en parler. L'idée, c'était quoi? C'était de poser les bases d'une industrie un peu plus prédictible, essayer de mieux anticiper, d'être plus cohérent, plus réactif, pour vous donner plus de visibilité, que ce soit sur les charges, les aléas ou même les décisions que vous allez prendre au quotidien sur vos flux de production. Les objectifs, c'était quoi? C'était vraiment piloter mieux, d'avoir une vision immédiate des surcharges, des risques. Donc, on verra ça, comment on a essayé de mettre en œuvre ça. Exécuter plus simplement, de faire en sorte que les choses soient plus faciles à faire, plus simples, que ce soit aussi bien au niveau des données techniques qu'au niveau de la sous-traitance. Et l'idée aussi, c'était de réduire les aléas, réduire les saisies, réduire diminuer, on va dire, tout ce qui est source d'erreur pour arriver à vous donner plus de visibilité. Voilà. Et donc, les 6 nouveautés que je souhaitais mettre en avant aujourd'hui. Donc, on a d'une part la planification. Donc là, l'idée, c'est vraiment de maîtriser son atelier. Le superviseur OF, qui pour moi devient un cockpit de gestion de l'atelier.
Le cycle de vie, avec la maîtrise des évolutions, l'idée c'est quoi? C'est d'anticiper les impacts, de sécuriser les changements. Donc on verra comment on peut vous accompagner là-dessus. Donc on en a parlé, la sous-traitance industrielle nouvelle génération, donc avec des flux simplifiés, un pilotage qui est plus fluide, plus aisé. Au niveau des affaires industrielles, donc c'est pas une nouveauté en tant que telle, mais depuis, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. On vous a donné beaucoup plus de contrôle, un contrôle opérationnel renforcé. Et enfin, sur la traçabilité, l'idée c'est d'aller du contrôle au dossier produit. Donc on verra comment, pareil, on a mis en œuvre tout un tas d'outils entre la 19 et la 10.12 qui vous permettent de mieux gérer cette traçabilité et de sortir des dossiers produits beaucoup plus simples. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer avec la planification. Donc la planification, l'idée c'était quoi? C'était de faire une vision unifiée et transverse. Donc qu'est-ce que ça veut dire unifiée et transverse? Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que jusqu'à avant la 10-13, on jonglait entre plusieurs écrans. On avait de la planification côté affaires, on avait de la planification côté OF. Parfois même vous utilisiez des fichiers Excel. Donc désormais, tout se passe dans une seule vue, que ce soit aussi bien des OF et des activités, et surtout, on est orienté ressources. Et ressources, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est ressources matérielles ou ressources humaines. L'objectif, c'était de vous donner une vision claire, cohérente, pour mieux piloter les délais, réduire les aléas, et surtout permettre aux équipes de parler le même langage, c'est-à-dire celui des ressources. Quand on planifie sur des ressources. L'objectif, c'était quoi? C'était d'avoir moins d'improvisation et plus de maîtrise, d'améliorer la promesse client, donc celle que vous faites à vos clients, et de sécuriser le flux industriel livré à l'heure. Donc l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de réduire les retards. L'idée, c'est d'ordonnancer sur la ressource critique, sur la ressource goulot. On va mettre en œuvre une capacité finie sur cette ressource goulot pour identifier est-ce que je vais pouvoir sortir ma production à l'heure et est-ce que je vais livrer mon client en temps et en heure, donc améliorer l'on-time delivery de vos clients. C'est ça l'idée. L'équilibrage des ressources. Comment on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? L'idée, c'était de diminuer les retards liés à des conflits de ressources. Est-ce que j'ai bien la bonne ressource au bon moment, qu'elle soit matérielle ou humaine? Est-ce que j'ai bien tous les composants pour faire tout ça? Est-ce que je n'ai pas oublié de commander quelque chose? Donc, l'idée, c'est de vous donner cette visibilité-là. Et du gain de temps, pourquoi? Parce que quand on n'a qu'un seul planning à consolider, on passe moins de temps à le gérer et on est plus efficace. Voilà. Donc, quelle tête elle a, cette nouvelle planification dans Divalto? Aujourd'hui, elle a cette tête-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez retrouver... Alors, il faut que je fasse ça. Et un petit pointeur. Voilà. Donc ici, vous allez retrouver un puits qui va regrouper toutes les activités qui ne seraient pas planifiées. Donc quand je parle d'activités, c'est aussi bien des activités, des séquences web ou des activités d'affaires. Bien sûr, si vous ne faites que l'un ou l'autre, vous ne verrez que ce que vous avez besoin de voir. Vous allez pouvoir faire des regroupements différents en fonction, est-ce que vous voulez faire un regroupement par client, un regroupement par type d'OF, par type d'affaires. Voilà, on vous laisse le choix du regroupement dans ce puits-là. Et derrière, vous allez pouvoir lancer la planification. Donc là, on a un scheduler qui, lui, va accueillir la planification où là, vous allez pouvoir faire à la fois du drag and drop, du jalonnement à capacité finie sur la ressource critique, pouvoir faire du drag and drop horizontal, ou dire non, ça c'est prévu plutôt sur telle ressource, je vais plutôt le planifier sur une autre ressource. Et en dessous, vous allez avoir la charge en temps réel évoluer en fonction des différentes modifications, des plannings, des différents choix que vous allez faire pour vérifier est-ce que j'ai bien la capacité d'absorber tout ce que j'ai planifié. Donc là, je suis plutôt sur une ressource à capacité infinie, parce que je ne suis pas sur une ressource boulot et on voit qu'à différents endroits, je dépasse. Donc il va falloir que je rééchelonne ça ou que je dispatche la charge différemment pour faire cette planification. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir moins d'incertitudes, plus de maîtrise au quotidien. L'idée, c'est de voir, comprendre et décider plus vite. Sachant que sur chaque séquence à ce niveau-là, vous allez pouvoir voir si vous avez les composants ou pas pour faire cette planification. Si vous avez une planification qui est cohérente, est-ce que j'ai bien fait la séquence 10 avant la séquence 20? Voilà. Donc, tout ce contrôle vous est donné grâce à cette nouvelle planification qui est arrivée en 10-13. Voilà. Donc, on va passer ensuite
au superviseur d'OF. Donc le superviseur d'OF, il est arrivé en 19 et on l'a fait évoluer jusqu'à encore la 10-13, jusqu'à encore aujourd'hui. Là, ce qui nous a, c'était pour quelle raison on a fait évoluer ça? Aujourd'hui, dans beaucoup d'ateliers, on s'est rendu compte que les responsables de production, les logisticiens, il manquait de visibilité globale. C'est-à-dire qu'on consulte les OF un par un, on va essayer de voir est-ce que j'ai bien tous les composants, est-ce qu'il est en retard, enfin voilà, ce genre de choses. Et le résultat, c'est qu'on subit la production plus qu'on la pilote. Donc là, l'idée vraiment de toutes ces évolutions que l'on a faites, c'est de superviser, donner une vision complète, instantanée et fiable de l'avancement et des risques. Donc l'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir un cockpit de pilotage des ordres de fabrication. Alors attends, juste avant de passer au suivant, je vais te poser 2 questions qui, si tu peux revenir au slide où tu avais le planificateur. Bien sûr. Pour le coup, je vous laisserai quand même. Elles sont arrivées pile poil quand tu as basculé d'écran. Il y avait 2 questions. Il y avait une première question. Quelles sont les ressources des activités affaires industrielles qui sont planifiables? Hommes, machines? Les deux. Pour les affaires industrielles, vous pouvez planifier des ressources humaines et des ressources matérielles. D'accord. Comme ça, je vais juste peut-être voir. Comme ça, tu pourras je peux avoir les questions en même temps. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi il n'affiche pas. Ah, il y a 2 télécommandes chez nous, comme ça, je verrai les questions. J'ai perdu ma caméra, tout va bien. Bon, bref, je vais poser la seconde question. Où est-ce qu'on verrait le manque de composants? Alors, le manque de composants, on le verra directement dans le scheduler. On verra une petite barre rouge en dessous qui permettra de dire qu'est-ce qui manque. Et quand on verra qu'il y a des séquences qui ont des problèmes de composants, on pourra accéder aussi à un Gantt de l'OF cette fois-ci, qui a été aussi retravaillé, le Gantt de l'OF, et qui lui va permettre de voir aussi chaque ligne de composants avec qu'est-ce qui vient faire l'approvisionnement potentiellement, parce que on peut avoir une commande mais elle arrive en retard, on peut ne pas avoir passé la commande. Donc on va voir toutes ces informations-là dans le Gantt de l'OF qui permettra de voir justement est-ce que mes composants arrivent ou ne sont pas là. Donc on le verra à la fois dans le scheduler directement ici et à la fois donc directement là et dans un Gantt, dans le nouveau Gantt des ordres de fabrication. Voilà. Et aussi dans le Gantt de l'affaire, bien évidemment, si on a des manquants au niveau des affaires. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond aux questions. Ouais, alors attends, parce que j'ai réussi à planter, mais comme la dernière fois, tout mon système à cause de ma caméra. Je vais te laisser continuer. Ouais, je continue. Je ne vois pas les questions. J'espère juste que ça ne va pas me déconnecter ma manip. Si, ça m'a déconnecté. Tout va bien. Alors, des questions je vois qu'il y a une question sur la capacité finie. Alors, pour la capacité finie, on a fait quelque chose de très simple. L'idée, ça n'a pas été de faire d'OP Center, clairement. On a fait le choix de dire que sur la ressource à capacité finie, on va lancer la planification de toutes les séquences qui doivent passer sur ce centre de charge. Et si on a la possibilité d'avoir plusieurs postes de travail, on va prendre le premier poste de travail, on va prendre la première séquence, puis après on va passer à la séquence suivante, on va prendre le deuxième poste de travail. Et une fois qu'on a épuisé tous les postes de travail, on revient au poste de travail numéro 1 et on pose les séquences les unes à la suite des autres. On va bien sûr respecter la date prévue, c'est-à-dire que si la date est prévue et plus loin dans le futur, on la positionnera à la bonne date. Et on va prendre les OF par rapport à leur date de fin prévue. On va planifier en premier les OF qui sont à terminer en premier. Voilà. Donc ça, c'est la règle que l'on a choisie. Et après, pour toutes les autres séquences de l'OF, une fois qu'on a planifié cette séquence, on va venir les planifier sur les autres centres de charge à capacité infinie. Avec une seule contrainte, c'est-à-dire que si on commence dans le passé, on va venir décaler tout l'OF pour qu'on commence à l'heure sur la première séquence, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, les temps d'attente ne sont pas planifiables en tant que tels. Ils sont pris dans la planification, mais ne sont pas planifiables. Le planif des activités met à jour le planning à faire. Oui, bien sûr. Quand on planifie les activités, on les planifie, à cet endroit-là, bien sûr que ça les planifie aussi dans les affaires. Donc, le planning d'affaires est aussi mis à jour. Et j'avais autre chose à dire, les temps d'attente.
Non, j'ai perdu. Si jamais ça me revient, je reviendrai dessus. Mais oui, les temps d'attente. Non, c'était pas ça. Les activités. Non, je pensais, je voulais vous dire quelque chose, mais en lisant la question, j'ai perdu le fil. Si ça revient, je reviendrai. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite. Ah oui, si, une dernière petite chose, les couleurs que vous voyez sur le planning ici, elles sont paramétrables, c'est-à-dire vous pouvez faire en fonction du type de web, on peut mettre des couleurs particulières ou par client, ce qui permet de faire des regroupements entre guillemets technologiques en disant si je veux planifier tous les webs d'un client tout de suite, je fais mon regroupement par client et je pourrais planifier tous les webs d'un client en même temps. Visuellement, je verrai que je n'ai pas un web d'un autre client qui se balade au milieu. Voilà. Alors. Hop, je reviens là, je reviens sur Supervisor Web. Donc, je vous disais que le Supervisor Web, c'était le cockpit de la gestion de l'atelier. Et qu'est-ce qui nous a motivés? Pareil, améliorer l'OTD. L'idée, c'était de visualiser très rapidement les retards qui sont sur les OF par rapport au délai demandé. Donc ça, c'est des choses qu'on verra. Diminuer les encours. Parce que grâce au nouveau superviseur, vous allez pouvoir vérifier que vous allez lancer que ce que vous pourrez réaliser, puisque vous allez, un peu comme sur le superviseur, sur la planification, vous allez pouvoir voir si vous avez tous vos composants pour réaliser cette affaire, mais pas forcément en stock. Quand je dis tous les composants, c'est que tous les composants à date. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui est dans le futur avec des commandes fournisseurs dans le futur, mais que ces dates sont cohérentes avec ma planification, le système vous dira vous allez pouvoir faire cette séquence. Par contre, si la commande fournisseur est postérieure aux besoins de planification, le système vous dira non, vous n'allez pas pouvoir faire cette commande. Et améliorer la productivité, pareil, détection des anomalies de planification très rapidement, pouvoir identifier si un OF est planifié correctement, pas se lancer dans la réalisation de quelque chose si on n'a pas réalisé la planification correctement. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des décisions plus rapides et d'avoir un atelier plus fluide. Donc là, une petite exemple du superviseur OF qui est la tour de contrôle des OF. Donc ici, on voit là, c'est un zoom sur la partie gauche du superviseur. On se rend compte qu'on a des OF qui ont un petit point d'exclamation, qui n'ont pas de composants. Donc je peux, en cliquant dessus au niveau de la séquence, voir sur quelle séquence j'ai un problème de composants. Et une fois que je suis sur la séquence, je peux aller voir les composants. Et là, je vais voir le détail de qu'est-ce qui bloque exactement. Donc il y aura des choses qui ne seront pas du tout couvertes. Je n'aurai pas de commande. D'autres pour lesquelles j'aurai été couvert par du stock. Et si j'avais eu une commande fournisseur pour certains des composants, j'aurais une couleur différente en fonction est-ce que la commande est à l'heure ou est-ce que la commande n'est pas à l'heure. Et si j'ai fait une réservation affectée, j'ai un vert qui est un peu plus prononcé pour dire voilà, là j'ai fait une réservation affectée. Donc voilà un peu cette tour de contrôle des OF, faire une vue unifiée pour piloter tous les OF, comprendre ce qui se passe dans mon atelier et ajuster au plus vite si besoin. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le superviseur web. On va les laisser juste 2 minutes, le temps de poser les questions. Si vous avez des questions là sur cette partie superviseur OF, j'en ai pas vu pour l'instant. Ma caméra est revenue, mais j'ai dû tout rebooter. Non, je ne vois pas de questions sur cette partie-là. Ok, on va pouvoir enchaîner. Sur le cycle de vie et la maîtrise des évolutions. Pareil, le cycle de vie, c'est quelque chose qui est apparu en 10.10 avec les articles indicés, qui a continué à évoluer jusqu'en 10.12 avec la connexion avec Visiatif PLM et on a fait un connecteur avec un outil externe qui est Visiatif PLM qui va permettre de faire de la synchronisation. L'idée qui nous a guidés, c'est vraiment voir l'impact avant de changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce qui a pu vous poser souci, c'est qu'une évolution produit, elle n'est jamais isolée. Quand on change une référence, il faut voir sur quoi ça a comme impact, sur quelles données techniques, est-ce que ça a d'impact sur d'autres articles, sur des gammes, sur quelle nomenclature. Donc l'idée, c'est vraiment de maîtriser tout ça. Et derrière, une fois qu'on a décidé d'évoluer, de dire c'est quoi l'impact avant de lancer l'évolution pour être sûr de pas faire n'importe quoi. Donc, au niveau du cycle de vie, on a l'analyse d'impact et la synchronisation. L'idée, c'est d'avoir une évolution qui est maîtrisée aujourd'hui. C'est un coût qui est évité demain.
Et un coût pourquoi? Plus de marge. Parce que si vous sécurisez votre exécution, vous ferez moins de reprises, moins de rebuts. Et quand on dit sécuriser l'exécution, ça veut dire quoi? C'est justement cette analyse d'impact, de dire est-ce que j'ai encore du stock sur les autres indices? Est-ce que j'ai des commandes fournisseurs qui sont encore en cours? Si vous le faites évoluer et que vous avez encore tout un tas de commandes fournisseurs en cours et que vous ne voyez pas ou vous n'êtes pas en mesure de les identifier rapidement, vous allez vous faire livrer du composant que vous n'aurez plus besoin. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir intégrer ça. La satisfaction client aussi, la bonne version partout. Est-ce que je livre bien la bonne version à mon client? J'ai fait évoluer le produit, il ne faut plus que je puisse lui livrer les anciennes versions. Donc, comment est-ce que je bloque ça? Grâce aux nouvelles fonctionnalités au niveau du cycle de vie. Et aussi de la productivité au bureau d'études grâce au connecteur. Si vous avez un PLM à côté, grâce au connecteur, vous allez pouvoir intégrer de manière automatique vos nomenclatures. La création d'articles va être automatisée. Ça vous évite les ressaisies. Donc, les ressaisies aussi, c'est du temps gagné, mais c'est aussi des erreurs évitées. Au niveau des données techniques, au niveau de ce connecteur aussi, on a réussi à le faire parler avec les affaires. Donc, si vous travaillez plutôt à l'affaire, vous allez pouvoir faire descendre votre nomenclature SolidWorks directement dans l'affaire grâce à ce connecteur-là. Donc, le gain au niveau de la productivité est flagrant. Et donc, l'idée du cycle de vie, c'est le changement produit en temps réel. Vraiment, c'est de synchroniser, de décider et d'exécuter en un seul endroit. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Si vous n'avez pas de PLM, vous allez pouvoir saisir des ordres de modification dans Dibalto. Donc, vous allez pouvoir justifier pourquoi vous faites cette demande d'évolution. Est-ce que c'est suite à un problème qualité? Est-ce que c'est suite à un fournisseur qui vous dit mon produit il a évolué? Ou est-ce que c'est par rapport à quelque chose en interne, un événement qualité, quoi que ce soit? Vous allez pouvoir dire, on a détecté ça, il faut faire évoluer. Et donc, après, derrière, vous allez avoir l'ordre de modification. Donc là, l'ordre de modification, c'est lui qui va vous dire quels sont les impacts, sur quelle nomenclature cette évolution va avoir, qu'est-ce que je vais devoir faire évoluer, quelles sont toutes ces choses. Et derrière, vous allez pouvoir enchaîner avec le superviseur article, qui lui va vous dire qu'est-ce qu'il y a d'encours sur les anciens indices. Justement, là, c'est par rapport à vos commandes fournisseurs, est-ce que vous avez encore des OF en cours? À quel moment il faut appliquer cette évolution? Et une fois qu'on a décidé de faire évoluer à quelle date, on valide l'ordre de modification. Et derrière, sur le stock, vous allez pouvoir aussi avoir des actions simplifiées que l'on a mises en œuvre. Par exemple, l'ancien indice, qu'est-ce que je fais de tout ce qui me reste en stock sur l'ancien indice? Est-ce que je peux le faire évoluer vers le nouvel indice via un OF de reprise? Donc là, on pilote les OF de reprise depuis le stock quand on estime que vous pouvez faire un OF de reprise. L'idée, c'est quoi? Si vous avez juste changé le diamètre d'un trou qui devient un peu plus grand, peut-être que vous allez vous dire je veux pouvoir récupérer l'ancienne pièce, agrandir le trou et comme ça, l'indice A va devenir l'indice B. Je fais évoluer mon stock. Ou alors, carrément, dire non, mon stock de l'indice A, il devient périmé et je vais pouvoir faire en action rapide un transfert de nature de stock sur ce qui reste en stock. Voilà. Donc, voilà pour le cycle de vie. Donc, alors, je vois qu'il y a une question. Ça va répondre à ma question. Là, moi, en tout cas, je te vois figé, mais je ne sais pas si les autres te voient figé sur ta cam. Je pense que c'est encore chez moi qu'il y a un problème. Loïc qui dit sur le cycle de vie, peut-on avoir un comparatif entre indices sur les nomenclatures et gammes? Alors, je vais regarder la question. On peut avoir un comparatif entre indices sur les nomenclatures et gammes. Non, pas en tant que tel. Sur nomenclature et gamme, par contre, vous verrez que toutes les nomenclatures. Mais vous n'allez pas... Dans l'ordre de modification, vous allez voir l'évolution d'indice sur quelle gamme ça va avoir comme impact. D'accord? Donc, ça vous donne une première vision. Et après, au niveau de gamme et nomenclature, vous allez pouvoir naviguer entre toutes les versions, mais vous n'avez pas de tableau comparatif en tant que tel en disant la version A, elle avait telle gamme et la version B avait telle gamme. On n'a pas cette vision-là comme on peut l'avoir dans les affaires avec les projets d'affaires où là, on peut comparer entre un projet A et un projet B. Voilà. Donc, du coup, il y a un tableau qui dit ce composant est nouveau sur cet indice. Ça, on le verra quand même dans l'ordre de modification. C'est-à-dire que dans l'ordre de modification, on a quand même un tableau
qui permet de voir où est-ce que l'indice est utilisé et que cet indice-là est à modifier. Voilà. Donc, c'est sur celui-ci où on a déjà fait un webinaire. Exactement. Également. Donc, si vous faites une recherche indicé sur YouTube, vous cherchez article indicé, vous allez tomber sur une vidéo qu'on avait déjà fait avec Grégory sur ce sujet-là, justement, pour avoir plus de détails. Et c'était l'année dernière, en fait. Ouais. OK. Sujet suivant. Sujet suivant, la sous-traitance industrielle. Donc, au niveau de la sous-traitance industrielle, là, l'idée, c'était vraiment de mieux superviser pour gagner en efficacité. Avant la 10-11, on générait de très nombreuses pièces. Une séquence d'OF était égale à une commande chez le fournisseur. Dès qu'on envoyait une pièce chez le fournisseur, ça générait des pièces fournisseurs avec des BL fournisseurs de pièces envoyées qui jamais ne se transformaient en facture puisque c'était des pièces qui nous appartenaient, qui partaient chez lui. Et après, lui, il nous renvoyait la pièce sous-traitée. Donc, on avait beaucoup de pièces. On avait un superviseur qui n'était pas très lisible. Bref, on avait beaucoup de retours assez négatifs sur le superviseur et donc on a décidé de faire une nouvelle génération. La nouvelle génération, c'était une nouvelle expérience. Alors, on est resté sur une notion de superviseur qui avait pour objectif de mieux piloter, pour fiabiliser les délais, réduire les coûts. Alors, pourquoi réduire les coûts? Parce que maintenant, on peut regrouper, enfin, plusieurs séquences d'OF sur une seule commande fournisseur. Donc, résultat, vous n'avez qu'une seule pièce à gérer. Donc, au niveau achat, ça leur simplifie la vie. Quand ils doivent relancer une commande ou un lot qu'ils avaient envoyé à la même date, là, maintenant, ils peuvent relancer qu'une seule commande. C'est beaucoup plus rapide. Enfin, voilà. Moins d'erreurs, moins de retard. Le superviseur étant plus clair et plus lisible parce qu'on peut enfin faire des regroupements en fonction de ce qu'on souhaite afficher. Est-ce que je veux faire un regroupement par commande? Est-ce que je veux faire un regroupement par type de prestation? Un regroupement, enfin voilà, vous avez le choix sur le regroupement que vous avez dans le superviseur. Et puis après, ce superviseur-là, vous allez vous allez pouvoir voir est-ce que j'ai tout envoyé, qu'est-ce que j'ai pas envoyé. Vous allez pouvoir aussi envoyer des compléments. Si jamais votre fournisseur il a cassé des pièces que vous lui auriez envoyées, vous allez pouvoir facilement réenvoyer ces pièces et que ces pièces-là soient bien intégrées dans le coût global de l'OF. Donc voilà, on a vraiment fait en sorte que l'expérience soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus claire pour vous faire gagner du temps. Voilà. Une question là de Thierry sur la sous-traitance industrielle. Est-il possible de bloquer la clôture d'un ordre de fabrication fin de cycle si une commande de sous-traitance est en cours? Normalement, oui. Normalement, vous ne pouvez pas. Alors, il faudrait que je le vérifie. J'ai un doute. Je sais qu'il y a des contrôles qui sont faits, mais j'ai un doute. Il faudrait que je le vérifie. Je prends la question et j'essaierai de faire un test sur cette nouvelle sous-traitance. Mais normalement, je sais qu'il y a des choses qui sont qui sont soit bloquées, soit si jamais on a clôturé la commande clôturé l'OF par erreur, qui fait qu'on est moins bloqué parce qu'on peut afficher les OF clôturés et les commandes qui n'auraient pas été réceptionnées. Donc, je crois que la gestion est plus simple. On n'a pas le blocage, mais on a une gestion qui est beaucoup plus simple pour gérer le cas où on aurait fait cette erreur-là, c'est-à-dire que j'ai clôturé mon OF, mais je n'ai pas clôturé ma commande client. On va pouvoir afficher dans le superviseur les OF clôturés et venir agir sur la commande pour la terminer. Donc, je crois que le blocage n'existe pas, mais la gestion est plus simple en cas d'erreur. Je crois que c'est ça. Et donc, du coup, au passage, j'ai une autre question. Est-ce que ça intègre de la sous-traitance au niveau du négoce? Non, on n'intègre que la sous-traitance industrielle. Ça ne gère pas la sous-traitance de négoce, à ma connaissance. La sous-traitance de négoce est gérée par un autre biais. Ok. Alors, Thierry veut bien la doc par rapport au point qu'on a vu tout à l'heure. C'était dans quelle version sur justement cette partie-là de sous-traitance? Sous-traitance industrielle, je vais la chercher. Ouais, c'est en 10-11. Je vais la chercher et l'envoyer, Thierry. C'est en 10-11.
Alors, les affaires industrielles. Là, pareil, l'affaire industrielle, c'est arrivé très tôt dans les versions 10, dès la 10.2, je pense qu'on avait le module affaires industrielles. Et donc, moi, je vais plutôt vous parler de ce qu'on a rajouté dernièrement, depuis la 19, des petites fonctionnalités pour faciliter le quotidien, pour faciliter le passage du chiffrage à l'exécution, avoir une meilleure contrôle sur la rentabilité de l'affaire. Là, vraiment, ce qui nous a guidé, c'est vraiment un pilotage renforcé. Parce que là, si l'affaire est mieux préparée, on se retrouve avec moins de surprises dans l'exécution. Donc, la construction opérationnelle, maintenant, est beaucoup plus rapide grâce au concepteur opérationnel. On fait moins de ressaisies, il y a moins d'erreurs, lancement plus rapide. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé le modèle d'affaires et que vous voulez passer en production, si vous avez déjà mis des besoins, si vous avez déjà mis des activités pour faire votre chiffrage parce que vous avez utilisé des modèles, le passage à l'affaire est beaucoup plus fluide grâce au concepteur et surtout le concepteur vous offre des possibilités accrues pour modifier certaines choses. Vous aviez prévu de faire une activité de soudure, mais finalement vous vous rendez compte qu'en interne, en termes de capacité, ça ne passe pas. Grâce au concepteur opérationnel, vous allez pouvoir très facilement transformer cette activité en besoin et vice-versa. Vous aviez prévu d'acheter la chose inverse, vous aviez prévu d'acheter une prestation de bureau d'études parce que vous pensiez que votre bureau d'études était surchargé. Vous vous rendez compte que cette prestation de bureau d'études, finalement, elle est plus nécessaire parce qu'au bureau d'études, ils ont été beaucoup plus efficaces grâce au connecteur Visiatif PLM, par exemple. Résultat, ils peuvent prendre en interne cette prestation que vous avez initialement prévu de faire à l'extérieur. Là, vous allez pouvoir, pareil, grâce au concepteur opérationnel, transformer ce besoin en une activité sur laquelle votre bureau d'études pourra pointer. Une logistique plus efficace aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en œuvre un certain nombre de choses, comme les bons de préparation maintenant qui sont généralisés. Les bons de préparation maintenant sont disponibles sur les affaires, sont disponibles aussi pour envoyer votre sous-traitance industrielle, pour vos OF, pour vos commandes clients. Donc, le bon de préparation devient un peu, entre guillemets, central, un document unique pour le magasinier. Ça lui fait un seul document, il est plus perdu sur si je suis sur un OF, si je suis sur une affaire, si je suis sur une commande client, il peut travailler avec le bon de préparation. Et livraison directe sur chantier, vous êtes dans une affaire, vous avez des intervenants qui sont sur site pour faire la mise en marche de la machine. Ils se rendent compte qu'il manque des composants, vous allez pouvoir passer directement votre commande depuis le CBA et demander la livraison sur chantier. Un petit peu à l'image de ce que fait la contre-marque, in fine, sauf que là, vous serez dans l'affaire et vous ne passerez pas par une contre-marque. Marge plus précise, pourquoi ? Pareil, on a voulu renforcer le pilotage. Comment ? En vous permettant maintenant de mettre des matériels et de valoriser ces matériels sur vos activités. Si vous avez besoin d'un banc de contrôle, si vous avez besoin d'un matériel sur site, de louer un matériel, de ce genre de choses, si ce matériel a un coût, vous allez pouvoir l'affecter à l'activité et faire en sorte que lorsque vous allez pointer, le coût du matériel sera pris en compte, mais surtout pour le chiffrage, pour le prévu, vous allez pouvoir aussi avoir cette information du coût du matériel pour chiffrer votre activité. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir moins d'écart entre le prévu et le réel, de pouvoir prendre en compte vraiment le matériel et pas forcément de l'intégrer dans un couloir, vraiment pouvoir décomposer le coût de ce matériel-là dans votre affaire. Voilà. Donc là, une petite image du superviseur, du concepteur opérationnel, avec ce que vous avez budgété à droite, la construction que vous allez vouloir faire opérationnelle. Donc, vous avez du copier-coller ou du drag and drop, et avec tout un tas d'options qui vous permettent de transformer des activités en besoins et vice-versa. Donc, l'idée est vraiment de faire des flux beaucoup plus simples, de perdre moins de temps et d'avoir un pilotage plus précis grâce aux activités qui prennent en compte le matériel ou justement le passage de l'un à l'autre grâce au concepteur opérationnel. Alors, ça consiste en quoi les bons de préparation à l'affaire et à partir de quelle version? Donc, les bons de préparation à faire, c'est une nouveauté, je crois, 10.11. Il faudra que je regarde dans la documentation, mais je crois que les bons de préparation sur affaire, c'est de la 10.11.
C'est exactement pareil que ce que vous avez sur comment ça s'appelle, sur les livraisons clients ou sur les ordres de fabrication. C'est exactement la même chose. Vous pouvez faire soit des bons de préparation pour faire une consommation sur affaire, soit faire des bons de préparation pour expédier des besoins sur une affaire. Donc les deux sont possibles et le fonctionnement est rigoureusement identique à ce que vous allez faire. C'est que vous allez avoir une phase de préparation, vous allez aller chercher dans le stock ce que vous aurez préconisé, le bon de préparation. Et après, vous allez pouvoir valider le bon de préparation. Et une fois que vous validez le bon de préparation, ben, soit vous allez faire une consommation, parce que vous avez fait un bon de préparation pour faire une consommation sur affaire, soit vous allez plutôt faire une livraison d'un élément, parce que vous voulez envoyer des pièces détachées à votre client directement depuis l'affaire, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, on n'a rien inventé, on a juste fait en sorte que le bon de préparation standard de Divalto soit utilisable dans tous les flux logistiques. Donc, c'est ça. Gestion de préparation sur besoin d'affaires. C'est ça, exactement. Vous envoyez c'est de la licence. Le lien également. C'est exactement ça. Et pour terminer, alors non, ce n'est pas une nouveauté Distress, la traçabilité. Il faut que je remette à jour. C'est quelque chose qui a évolué depuis la 10.9, pareil, jusqu'à la 10.12 ou 10, ou 10.11, je ne sais plus. En tout cas, ah oui, si, jusqu'à la 10.13, puisqu'on a encore fait des choses jusqu'à la 10.13. Et la traçabilité ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a augmenté l'idée de sécuriser, de tracer, de documenter. D'accord? Alors, sécuriser les flux et la qualité. Du stock à contrôler après fabrication au dossier produit complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'on souhaite, c'est que vos expéditions elles soient 100% conformes. C'est-à-dire qu'à partir de la 10.13, notamment, lorsque vous avez fabriqué quelque chose, vous allez pouvoir mettre un stop, un vrai stop, en disant je veux un contrôle qualité à l'issue de ma fabrication. Le stock sera bloqué, comme votre stock était bloqué sur une réception auparavant, et que vous deviez faire un contrôle qualité sur votre réception, vous ne pouviez pas utiliser le stock, et la même chose maintenant est possible après une fabrication. Donc là, l'idée, c'est vraiment des expéditions 100% conformes, on fait le contrôle, on libère, et après, on peut expédier. La traçabilité fiable, c'est pour la confiance client. Donc l'idée, c'est de pouvoir reconstituer l'historique du produit et que cette reconstitution soit automatique. Vous n'ayez rien à faire à part saisir ce que vous avez mis sur votre ordre de fabrication ou ce que vous avez expédié. Et la maîtrise documentaire, l'idée là, c'est de plus avoir d'oubli, plus de documents égarés. On attache les documents au lot et une fois que le document est attaché au lot, on va pouvoir, lorsqu'on fait l'expédition du produit, demander un dossier produit qui va venir regrouper tous ces documents, tous les rapports de contrôle que vous avez pu faire sur votre flux de production et derrière, l'envoyer à votre client pour dire voilà, je peux vous prouver que tout ce que vous aviez demandé a été fait et je vous envoie tous les documents qui sont liés à cet article. D'accord ? Donc maintenant, la traçabilité, on a une fin de F qui est maîtrisée, donc du stock jusqu'au dossier produit, des expéditions 100% conformes et un dossier produit automatique. Donc là, on voit une fiche lot externe et un contrôle final. Et ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo de ce flux-là, justement, pour vous montrer comment on peut très facilement mettre en œuvre cette traçabilité et qu'est-ce que ça peut apporter. Alors, hop. Je vais venir ici. Je vais faire comme ça. Voilà. Hop. On va faire partager. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, Loïc qui disait à quel moment je dépose le doc. La démo, ça permettra de voir à quel moment on peut déposer la doc. Désactiver le partage d'écran. Partager. Fenêtre. Voilà. Partager. Renan, c'est le support que vous voudriez, celui qui a été présenté pendant le YouTube. Et c'est bien la vidéo que j'ai partagée sur le cycle de vie, là, sur les articles indicés. Je vais me noter de vous l'envoyer.
Alors, donc, ici, on va imaginer que j'ai pris un article, un châssis. Je vais montrer sa gamme et sa nomenclature. Voilà. Nomenclature et gamme. Donc déjà, pour nouveauté, un indice stress, c'est ici à ce niveau-là. On va pouvoir dire au niveau de ma nomenclature, je souhaite effectuer un contrôle qualité. Donc là, j'ai quelque chose de très simple. Là, j'ai une opération de soudure, une opération de contrôle à ce niveau-là. Et j'ai besoin d'un composant qui est une plaque qui est gérée par numéro de lot. Cette plaque, je l'ai achetée ici. Je pense que ça. Voilà. Et je l'ai achetée et sur cette plaque-là, j'ai demandé de faire un contrôle aussi, parce que j'ai besoin d'avoir un certain nombre de choses, de contrôler un certain nombre de choses. Donc, on va valider cette pièce en BL. Et donc là, cette pièce étant gérée par numéro de lot, le système, il va détecter que c'est géré par que je gère la traçabilité avancée. Donc, il faut que je renseigne le numéro de lot externe que m'a envoyé mon fournisseur. Donc là, je réponds oui. Donc là, le numéro de série se remplit automatiquement parce que j'ai mis une règle pour créer des numéros de série internes en automatique. Mais là, j'ai un numéro de lot externe qui est renseigné par mon fournisseur. Donc là, je vais chercher un numéro de lot qui m'intéresse. Un petit instant. Hop. Voilà. Moi, il s'appelait lot externe, lot ext démo 00. Lot ext démo 00. Donc là, je renseigne mon numéro de lot, je valide, et là, je vois un petit feu rouge qui me dit qu'il y a un contrôle, qu'il va y avoir un contrôle à faire. Donc, je valide. Donc, forcément, ma commande est réceptionnée. OK. Je confirme la mise à jour. Je ne veux pas l'étiquette, enfin, je ne veux pas la liste à servir. Les étiquettes, j'en ai pas besoin pour le moment. Hop. Et on va aller voir notre réception ici pour contrôler que. Donc je sais que sur cette, j'avais un contrôle à faire. Donc là, je vais aller chercher, je vais lancer mon contrôle. Donc là, je lance mon contrôle. Ici, hop, je vais venir saisir, on me demande de mesurer l'épaisseur. Donc là, je vais mesurer mon épaisseur, je vais dire qu'elle est à 3. Et on me demande, est-ce que j'ai bien reçu le certificat matière? Donc j'ai vu que j'avais le certificat matière. Donc le certificat matière, je vais valider qu'il est bien là et je vais l'attacher à ma fiche lot. Donc on va voir comment je fais ça. Donc là, je vais valider que ici, c'est bien conforme. Voilà. Voilà. Tout est accepté. Je sors, je confirme que mon contrôle est terminé. Je vais dire que c'est accepté. Voilà. Je vais imprimer pour mon client le rapport de contrôle. Parce que je sais que ce sera pour mon client. Donc là, je génère le rapport de contrôle. Voilà, ça a généré un rapport de contrôle. Et au niveau, donc là, je vérifie que le contrôle que j'ai accepté, donc le petit feu il disparaît, on est OK. Et au niveau de ma fiche lot, interrogation de ma fiche lot externe, je vais venir, j'ai ouvert ça, interrogation, fiche lot externe, je vais venir ajouter mon certificat matière. Donc là, je fais un glisser-déposer de mon certificat matière, hop, je colle, je valide, j'ai mon certificat matière qui est rattaché à ma fiche lot. Ce qu'il faut imaginer, c'est que potentiellement, j'aurais pu recevoir plusieurs lots de matériel, donc forcément, je dois rattacher le bon certificat matière sur la bonne fiche lot. Hop. En parallèle de ça, j'avais lancé mon OF, mon fameux châssis. Ça va me permettre aussi de vous montrer des petites améliorations, le superviseur OF. Alors, hop, donc là, je vais chercher au niveau de ma production, mon superviseur OF. Donc, au niveau de mon superviseur OF, je vais aller voir maintenant, je peux voir tous les OF qui ont contrôle qualité effectué. Donc là, je l'ouvre.
Donc là, ça m'ouvre tous les OF qui ont un contrôle qualité à faire. Et ce qui est intéressant, donc comme je vous disais, cockpit, pourquoi cockpit? Ben, très visuellement, je vais pouvoir voir que certains OF sont en retard par rapport à la livraison client. Par exemple, celui-ci, je devais livrer mon client le 13 janvier. Je vais terminer mon OF autour du avec combien de jours de retard? Voilà, avec les 23 jours de retard ici. Je suis en retard. Donc, visuellement, on va pouvoir voir très rapidement si des OF qui seraient liés à des commandes clients, est-ce qu'ils sont en retard ou pas, s'ils sont liés à des, comment ça s'appelle, à des réservations affectées entre eux ou pour un besoin d'affaires. Ben, très rapidement, je vais pouvoir voir est-ce que je suis bien sur tous mes OF, est-ce que j'ai pas des choses à faire. Je peux aussi lancer mon calcul d'avancement. Le calcul d'avancement, qu'est-ce qu'il va me permettre? Il va me permettre, ce que je vous ai montré tout à l'heure, de regarder est-ce que j'ai bien tous mes composants pour faire mes OF. Donc là, on voit que sur un des OF ici, j'ai un problème de composants. Sur quelle séquence? Sur ces deux séquences-là. Et je peux aller voir les composants. Et ici, OK, là, je vois qu'il n'y a rien de commandé sur aucun de mes composants. Si je viens sur le châssis là, qui nous intéresse aujourd'hui, je vois qu'ici, mon MPA, il est bien en stock. Je suis couvert par comment ça s'appelle, par du stock. J'aurais pu aussi ici aller voir le complément, superviseur logistique. J'aurais pu ici faire le lien avec, j'aurais sélectionné les deux, très grave, le lien entre les deux, donc faire la réservation de mon stock. Voilà, il y a un programme qui permet de faire l'affectation automatique. Hein. Là, je ne l'ai pas utilisé, je vais le faire manuellement. J'affecte mon stock, c'est bien mon lot qui est ici. Voilà, c'est celui-ci que je voulais. Et là, on va voir que si j'avais laissé tourner le programme de réservation affectée automatique, et que je relance le calcul d'avancement. Bon, voilà. La couleur va avoir changé sur cette OF-là. Bon, voilà, on est passé sur du vert foncé qui montre qu'on a une réservation affectée qui est ici. Donc ça me permet de vous parler au-delà de la traçabilité, de vous parler du superviseur logistique. Et depuis le superviseur logistique, un cockpit, je peux lancer une fin de cycle pour aller vite. Donc là, je veux clôturer mon OF. Pareil, je souhaite clôturer mon OF. Hop. Donc là, normalement, hop. Comme j'ai fait ma réservation affectée, je n'ai pas besoin de renseigner le numéro de lot, hein, je l'ai fait en amont, mais sinon, si je n'avais pas été renseigné, j'aurais dû le saisir à ce niveau-là. Donc là, il va me sortir mon numéro de lot. Je clôture tout. Voilà. Une fois que j'ai tout clôturé, j'actualise ma liste, forcément, il disparaît. Et donc, je vais pouvoir aller au niveau de mes OF, ici, faire suivi de production, contrôle final de production. Et là, mon contrôle final de production, je vais retrouver mon OF, là, que j'ai mis en stock, mon lot. Donc là, pareil, je vais pouvoir contrôler le lot. Si je contrôle le lot, voilà, il a trouvé la gamme de contrôle. Voilà, ici. Donc, je vais pouvoir saisir les informations qui sont demandées. Donc là, il faut que je choisisse entre 501, donc je vais choisir 501. Voilà, il me demande ici, je vais mettre 100,3. Normalement, ça devrait passer. Voilà. Donc là, c'est accepté. On me demande un contrôle à ce niveau-là. Numéro d'échantillon, je mets 0. Voilà. Donc là, c'est accepté. Je valide mon contrôle. Comme tout à l'heure, il est terminé. Hop, je valide. Tout est accepté. C'est parfait. Je l'accepte. Je l'imprime pour mon client. Cadéo. Voilà. J'archive le rapport. On va retrouver ici le rapport. Parfait. Hop, je ressors. Et donc là, le contrôle, il a été validé. Tout est parfait. Si je vais contrôler mon stock maintenant, hop, article ici. Ici. C'était un article. C'était pas ici, celui-ci. Voilà, il est ici. Donc mon stock. J'ai bien un stock de
2, bah c'est un OF de 2, ok. Hop. Le dernier OF, c'était le 975, c'est celui-ci. Donc, il y a le numéro de série qui s'est mis automatiquement, le numéro interne. Et depuis ici, je vais pouvoir, normalement, outils, affichage, afficher la fiche lot externe. Donc là, c'est la fiche lot qui va refaire tout l'historique de mon lot interne, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir ici générer le dossier produit. Donc, le dossier produit va aller chercher tous les documents qui ont été liés. Donc, on retrouve le certificat matière que j'avais posé. On retrouve les deux rapports de contrôle. Je vais pouvoir générer mon zip. Et dans le zip, oui, il faut que je coche, pardon. Contrôle A, on va tout cocher. Je vais générer mon zip. Voilà. Voilà. Donc là, veuillez attendre le téléchargement. Donc, il est OK. Je vais télécharger le zip qui est celui-ci. Voilà. Il doit être maintenant. Voilà, il est là. C'est celui-ci. Voilà, et là, je retrouve bien en format, donc ça l'a converti en PDF, je retrouve bien mon certificat matière. Donc, certificat matière fictive, bien sûr. Hein, et je retrouve bien mes rapports de contrôle dans mon dossier produit. Donc, les rapports 1 et le rapport 2. Voilà. Donc, le dossier produit, traçabilité, et après, ces documents, je peux les envoyer à mon client lorsque je lui livrerai ma commande. Et j'en ai terminé pour la présentation de ces nouveautés. Et je propose de revenir sur le PowerPoint. Alors, est-ce que le document de contrôle peut être édité automatiquement à la livraison? Non, pas automatiquement. Il y a quand même, il faut passer par quelques étapes. Mais ça n'enverra pas automatiquement ou ça n'imprimera pas automatiquement le PDF. Après, j'imagine qu'on peut le piloter assez facilement via une surcharge, surtout si on a vraiment ce besoin-là. Et puis, ou un processus. Ouais, un processus, ouais, peut-être. Peut-être avec un processus aussi. Ludovic qui demande si on envoie un BL par email, peut-on joindre automatiquement le dossier produit? C'est la même question. Je sais pas. Je sais pas si avec un processus ça serait possible, puisqu'il faut quand même la génération du dossier produit est quand même une action manuelle. Donc je pense qu'il y a quand même besoin de passer par cette étape. Mais peut-être qu'elle est pilotable par processus, à vérifier. Je sais pas. Mais je dirais de prime abord non, comme ça facilement. Mais peut-être par processus. Une question aussi de Gilles, je ne sais pas si tu arrives à les lire. Ouais, je vais arriver à les lire maintenant. Ouais. Non, ça n'est pas disponible en 10.12 concernant les avancements sur les ruptures composants dans le superviseur OF. C'est disponible qu'à partir de la 10.13. C'est fait partie des nouveautés de la 10.13. En fait, c'est des choses qui ont été mises en œuvre avec la planification. Ça a été concomitant à la planification. C'est-à-dire que les informations qu'on affiche comme composants manquants au niveau de la planification, on les a fait remonter au niveau du cockpit du superviseur OF. Donc c'est pour ça que c'est disponible qu'à partir de la 10.13. Ouais. Tout à fait, Thierry, oui, on pourrait ajouter des sujets comme ça dans les roadmaps. De toute façon, là, toutes les questions que vous nous échangez, nous, systématiquement, les product managers comme Grégory ou la dernière fois Benjamin sur la finance, ils repartent avec le petit fichier et puis ils nourrissent comme ça leur boîte à suggestions également. Et c'est l'occasion dans ces webinaires justement d'aller discuter avec eux. Et je reviens aussi sur notre événement de mars, ça sera aussi l'occasion de les rencontrer en réel et de discuter avec eux. Vous voyez d'ailleurs par manière un peu détournée les nouveautés de la 10.13. Hein. Je sais qu'on n'a pas fait de webinaire encore de présentation de ces nouveautés qui sont sorties fin novembre. On les a présentées bien entendu à nos partenaires intégrateurs, hein, pour qu'ils puissent les déployer et également ils ont pu suivre des sessions de formation sur décembre, janvier. Mais là justement, on ne voulait pas faire un webinaire complet sur les nouveautés 10.13. Habituellement, on les présente lors du Balto Tour ou des rencontres clients. Maintenant, c'était le nouveau nom. Lorsqu'on allait en province à différents endroits pour vous présenter en fait toutes ces nouveautés. Et Grégory était souvent présent à l'étape de Lyon, parfois à d'autres, mais souvent à Lyon. Et cette année, donc, il n'y a pas de rencontre client, c'est remplacé par cet événement, ce gros événement à Strasbourg. Donc, c'est à cette occasion-là que vous allez pouvoir échanger également sur les nouveautés, mais je vous invite à aller vraiment consulter
la documentation en ligne sur notre portail qui répond à l'URL doc.divalto.com et vous allez dans la partie produits et versions et vous allez retrouver, merci Grégory, cette fameuse page note de version qui est en ligne, qui vous permet de voir toutes les nouveautés qu'on a rajoutées dans l'ERP et dans le CRM. Vous voyez Thierry, oui, il faut discuter avec votre partenaire par rapport à cette version-là. On puisse y coller votre cas aussi d'usage par rapport à éventuellement vos personnalisations. Renan qui pose la question, par quels moyens pourrait-on vous poser des questions futures? Aujourd'hui, alors il y a plusieurs moyens. D'ailleurs, comment fonctionne globalement l'écoute client chez les product managers? Déjà, très souvent, ça va être remonté par les partenaires qui vous suivent, nos partenaires intégrateurs. Lorsque vous leur posez des questions ou suggérez des améliorations, ils peuvent remonter ces informations chez nous via le support, pour l'instant des tickets. Et quand c'est des idées, des suggestions, on les remonte dans un outil qui s'appelle FutureVote chez nous, qui est un outil dans lequel on collecte toutes les suggestions qui nous viennent de partout, dans des rencontres clients, lors de ce type d'événement, ou via nos partenaires qui nous remontent quand ils ont suivi des formations ou quand leurs utilisateurs ont remonté des suggestions. Et donc, c'est un des moyens de dialoguer avec nous. Une autre solution, vous avez vu aussi l'adresse email de Grégory tout à l'heure. Alors, lui, il ne va pas recevoir des suggestions en direct. Vous imaginez bien que sur nos milliers de clients, ça sera un peu compliqué. Mais par contre, sur certains sujets, quand vous êtes des utilisateurs avancés d'une ou l'autre fonctionnalité, on cherche souvent des utilisateurs un peu intensifs de nos modules et on constitue comme ça des espèces de groupes de travail, des clubs utilisateurs, mais sur une fonctionnalité. Je sais que Grégory, alors je ne sais pas avec qui tu travailles, mais peut-être sur Affaires pendant un moment, Affaires industrielles, quand on a fait un gros travail de refonte ergonomique dessus, on avait travaillé comme ça avec quelques utilisateurs clés et quelques partenaires qui déploient souvent le module. Et donc, si un jour ou l'autre, ça vous intéresse de rejoindre ce genre de groupe, qui de temps en temps travaille avec nous sur les bêtas, sur de la roadmap quand on prévoit des évolutions, vous pouvez envoyer un mail à Grégory, puis il vous note dans sa liste d'attente des contacts experts. Oui, Thierry. Alors, le club utilisateur, ça a souvent été remonté comme besoin. Moi, je sais que chez d'autres éditeurs chez qui j'ai travaillé, souvent, le club utilisateur était une initiative plutôt de la part d'utilisateurs qui se regroupaient, plutôt que l'initiative de l'éditeur en lui-même. Là encore, je vais peut-être vous amener à venir à cet événement du 26 mars et d'en discuter directement avec moi. S'il y a suffisamment de volontaires, on pourrait vous aider à remonter ça. Alors, c'est vrai qu'on est plutôt sur des thématiques, il va y en avoir un plutôt autour de la finance avec des DAF, un comme là avec des directeurs de prod sur la finance ou des DSI également. On peut échanger de tout ça justement dans cette journée-là. Ça sera l'occasion aussi de rencontrer d'autres utilisateurs, parce que c'est vrai que quand on vient en région, souvent c'est limité aux quelques utilisateurs qui viennent, et très souvent ils viennent une année sur deux. Voilà, ça serait l'occasion de faire ce genre de choses. La boîte à suggestions dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas ouvert, elle n'est pas publique. On l'avait ouvert côté CRM, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver côté CRM, et chacun de nos utilisateurs peuvent, depuis le produit dans sa version sous Divalto One, accéder directement à la boîte à suggestions et voter pour des suggestions. Ça, c'est un projet aussi qu'on a, de l'ouvrir au niveau des utilisateurs dans un temps proche. Donc, c'est quelque chose que vous aurez également accès. Je ne sais plus ce que j'ai rajouté comme slide derrière, mais il y a effectivement tout ce volet documentation. Alors, dans les menus, vous avez un espace par version de produit. Alors, souvent, quand vous voulez savoir si une fonctionnalité existe, allez dans la documentation de la dernière version en cours. Donc, ici, c'est la 10.13 qui a été publiée fin novembre. Ça vous permet de savoir si ça existe. Et souvent, pour savoir dans quelle version la fonctionnalité est apparue,
On le fait apparaître dans la doc, dans les liens que je vous ai envoyés tout à l'heure. On voyait, par exemple, entre parenthèses, V10.11. Ça veut dire que la fonctionnalité en elle-même a été ajoutée en 10.11 et puis sans doute améliorée depuis la 10.11 en 12 et en 13, etc. après. Je crois que j'ai mis un slide aussi sur notamment les dates de fin de maintenance. Donc, ça, c'est aussi un élément important pour suivre votre version si elle est encore sous maintenance ou pas. Vous savez qu'on a modifié un peu notre cycle de vie produit ces derniers temps. Profitez d'ailleurs des projets de facturation électronique pour éventuellement revoir votre version si vous êtes dans une des versions qui est en ligne rouge, qui n'est plus maintenue, pour obtenir une version qui sera compatible avec la facturation électronique. Je crois qu'un peu plus loin, j'ai mis un lien également. Alors, le guide des fonctionnalités, oui, ça c'est aussi une nouveauté. Ce doc-là, tiens, ça vaut le coup que je vous envoie le lien vers cette page-là. C'est une nouvelle page qu'on a rajoutée dans la partie. Hop, je vais vous envoyer le lien. C'est une nouvelle page qu'on a rajoutée dans la partie doc.divalto.com qui permet en fait de voir toutes les fonctionnalités disponibles dans l'ERP. Donc ça, c'est forcément allié avec l'offre produit que vous avez, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en SaaS ou dans un autre mode de commercialisation et à quelle offre vous avez souscrit, est-ce que c'est l'ERP Divalto Infinity, est-ce que c'est une offre métier comme Divalto Industrie ou autre. Donc là, il va y avoir une première partie qui liste les fonctionnalités, ce qu'on a appelé des bouquets fonctionnels, et une autre partie avec des tableaux qui vous disent dans telle ou telle offre, voilà quelles sont les fonctionnalités disponibles. Donc ça, c'est le guide des fonctionnalités et c'est quelque chose qui est apparu l'année dernière. Voilà, je vous envoie le lien. Guide, je ne sais plus écrire, guide des fonctionnalités, voilà. Je vous pousse le lien. À l'instant, comme ça vous pouvez aller directement sur la page. Et donc je disais aussi qu'il y a un slide, je crois juste après, sur les replays et sur les prochains rendez-vous. Donc là, on a fait celui sur les nouveautés industrie des 3 dernières années. Le 21 janvier, on avait fait celui sur la finance. Et semaine prochaine, on en a un sur le négoce. Donc le lien, vous le retrouvez également soit dans la dernière newsletter qui vous a été envoyée par mes collègues de la communication, soit directement dans l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'application mydivalto.info qui est sur les stores. Et puis ensuite, il y aura une partie field service, CRM. Les replays sont disponibles directement si vous cherchez Divalto sur YouTube. Il y a une chaîne qui les liste. Et puis, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, vous pouvez les pousser. Merci à vous pour vos questions, pour votre interaction, votre intérêt pour nos différentes offres. C'est ce qui nous nourrit aussi dans notre map avec Grégory sur les différents pans de métier de notre offre. Voilà, je te remercie Grégory. Merci à tous. On finit un petit peu en avance. Ouais, pour les questions. Et à très bientôt. À bientôt.